Bienvenue, imprudent mortel. Voici 15 jours, je vous avais rapporté l'histoire de deux frères apparemment atteints du syndrome de Diogène, qu'on aurait retrouvé morts chez eux. Unanimement, c'est-à-dire à 100%, l'histoire m'avait été désignée comme vraie sur Instagram et également unanimement désignée comme vraie sur YouTube. Peut-être est-elle vraiment célèbre, parce qu'on me l'a aussi citée par son nom. Et oui, il s'agissait effectivement de l'histoire des frères Collier. Elle est donc vraie. Les noms de ces frères étaient Homer et Langley Collier, nés en 1881 et 1885 respectivement. Leur famille était l'une des plus anciennes de Harlem, leur père était gynécologue, leur mère chanteuse d'opéra. Ils vivaient dans une grande maison sur la 5e avenue, et en 1933, Homer subit l'AVC qui lui fait perdre l'usage de ses yeux. C'est en plus la Grande Dépression. Langley décide à ce moment-là de tout abandonner pour s'occuper de son frère. Chez eux, on aurait trouvé pêle-mêle des déchets, des instruments de musique, des journaux et des meubles. Finalement, les frères Collier sortaient de moins en moins. Ils n'avaient ni eau chaude ni électricité car cela leur avait été coupé. Et Langley craignait les vols, comme je vous le disais. Donc, il posa des pièges dans les couloirs et aux portes de leur appartement. En mars 1947, Langley finit écrasé par une tonne de piles de journaux alors qu'il tentait d'apporter de la nourriture à son frère. Homer, qui n'y pouvait rien, est mort de faim quelques jours après. Il avait 65 ans et Langley 61. Le 21 mars, la police reçut un appel anonyme disant que quelqu'un était mort dans la maison. Peut-être des voisins alertés par l'odeur. De plus, les deux frères avaient été repérés par le fils, comme je vous le disais. Quoi qu'il en soit, la police a dû forcer la fenêtre au premier étage parce qu'ils ne pouvaient plus pousser la porte et vu que tout était encombré de déchets et de rats. C'est par une fenêtre du deuxième qu'ils ont aperçu puis trouvé le corps de Homer. Ce n'est que 18 jours après qu'on retrouva le corps de Langley écrasé. On aurait sorti plus d'une centaine de tonnes de déchets de chez eux. Quand l'enquête prit fin, la maison des Collier fut rasée. Mais dans les années 1960, elles sont devenues un parc public qui s'appelle le Collier Brothers Park à New York. Triste fin que cette dévotion d'un jeune frère pour son aîné, n'est-ce pas? J'avais vu cette histoire dans l'émission Légendes urbaines, où elle figurait au chapitre des histoires vraies, bien sûr. Également, du moins me semble-t-il, au sommaire de l'émission Morts insolites. Et puis, vous l'avez vu peut-être aussi, beaucoup de gens en parlent sur YouTube, à commencer par Archaeotoys, qui en a fait une vidéo il y a quelques semaines. J'ajouterai que si vous pensez souffrir, ou que, surtout si vous connaissez quelqu'un qui serait atteint du syndrome de Diogène, car on est souvent dans le déni quand on l'est, n'hésitez pas, pour avoir de l'aide, à faire appel à Diogène France. Le lien est en description. Bravo à tous, car tout le monde a compris que cette histoire était vraie. Donc, je vous défie sur la suivante qui, à mon avis, est moins célèbre. Mais assez effrayante. C'est normal, après tout, Halloween approche. Voire même il est passé au moment où vous regarderez, mais vous verrez. Alors, cette histoire concerne une famille de 3, les parents et leur fille adolescente, qui viennent d'emménager dans un appartement. Il est un peu particulier, il n'est pas dans un immeuble, il est au rez-de-chaussée d'une maison, qui était plus grande avant, mais qui a été divisée, puis revendue dans 2 appartements distincts. Un peu comme la Maison Rose dans le film Coraline, pour ceux qui connaissent. Une grande maison que sa propriétaire initiale a revendue dans différents appartements, un à chaque étage. De plus, ici, la maison est agencée d'une telle manière que la famille de 3 donc accède à leur maison par une porte qui donne directement sur la rue et ils n'ont pas de jardin. Il y a un jardin derrière la maison, mais seuls les locataires au premier étage, donc les voisins du dessus, y ont accès. Eux, ils rentrent dans leur maison en empruntant un escalier qui mène directement à une porte au premier étage. Ainsi, personne ne se croise. De fait, la famille qui vient d'emménager, c'est assez peu de choses du couple qui vit au-dessus et qui semble
peu causant, un couple seul sans enfants. Ni animaux, ni rien, semble-t-il. Ces deux personnes, donc, il ne les voit presque pas, sauf, souvent, les week-ends, il remarque qu'ils ont une passion apparente pour le jardinage. Dès que les beaux jours sont revenus, il les voit occupés à remuer la terre de leur jardin et à planter des fleurs. Beaucoup de fleurs. Pourquoi pas? C'était un passe-temps assez charmant. Par contre, l'autre passe-temps de ce couple, qui est aussi les week-ends, ça agace profondément cette famille. C'est le bricolage. Mais le bricolage passé 22 heures, alors que normalement c'est interdit par la loi, sinon c'est du tapage nocturne. Première fois, alors qu'il regarde tranquillement la télé, la jeune fille et ses parents ils sont un petit peu surpris d'entendre un vrombissement de toutes sortes d'objets, du style ponceuse, perceuse, marteau, vraiment, il y a tout qui y passe. Voilà qui est bizarre. Mais ils cherchent tant bien que mal à monter le son de la télévision pour entendre quelque chose, puis vont dormir. Et là, c'est pour l'ado que c'est pas fini. Aux alentours de 2 ou 3 heures du matin, alors qu'elle a eu du mal déjà à s'endormir à cause du vacarme des différents outils, voilà qu'en plus, elle entend un bruit curieux. On dirait une table bancale dont le pied est plus court que les 3 autres, donc, tape contre le sol, à un rythme régulier, comme si quelqu'un faisait une activité qui nécessite de beaucoup bouger en fait sur la table, comme un découpage ou quelque chose, et que donc ça fait branler cette table. Elle entend des coups réguliers juste au-dessus d'elle, parce que apparemment la pièce où est cette table est littéralement au-dessus de sa chambre. Le vacarme ne cesse que vers 3 heures du matin. Un mois plus tard, le week-end, rebelote. Quelques jours après, vous l'aurez deviné, rebelote. Après quelques soirées extrêmement bruyantes dans ce style, cette famille décide d'aller voir les voisins. Donc, ils sonnent à leur porte et commencent à dire, alors très poliment et calmement, je précise, qu'ils ont entendu les bruits de bricolage à une heure inconvenante, donc ils demandent à leurs voisins de le faire à un autre moment s'ils en ont besoin, et accessoirement s'ils pouvaient ne serait-ce que glisser une pile de journaux sous le pied trop court de leur table, à défaut de changer de celle-ci ou même de la changer de place. Ils ne sont pas d'une folle exigence, comme vous voyez. Et pourtant, leurs voisins se mettent aussitôt dans une colère noire en les entendant. Le couple leur hurle dessus de se mêler de leurs oignons, et je vous dis là la version polie, ils ont utilisé un terme plus fort, et de, en fait, plus jamais leur adresser la parole ni chercher à sonner chez eux. Plus jamais ne les approcher ni rien de quoi que ce soit, avant de leur claquer la porte au nez. Bon, ça s'est mal passé apparemment. Ils espèrent un temps quand même que les voisins comprennent ce qu'ils voulaient dire, mais apparemment pas du tout. Parce que quelques jours après, vous l'aurez deviné, toute une soirée de nouveau perturbée par le bruit très fort de différents outils de bricolage jusqu'à extrêmement tard dans la nuit. Et leur pauvre fille, encore une fois, ne peut pas dormir parce qu'elle entend la table qui branle jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Bon. Cette fois-ci, la famille, d'habitude ce sont des gens très calmes et timides, donc ils n'osent pas sonner de nouveau à la porte comme on leur a interdit de le faire de toute façon. Pour se faire entendre, ils déposent des petits mots dans la boîte aux lettres. 1, 2, 3, et rien ne se passe. Le vacarme se poursuit. Ils se disent que de toute évidence, leurs voisins doivent jeter les petits mots à la poubelle sans en tenir compte. Alors que faire? Après tout, ils sont dans l'illégalité. Un peu honteux, les parents se décident à déposer une main courante à la gendarmerie, puisque, après tout, leurs voisins sont coupables de tapage nocturne. Après 22 heures, comme je vous disais, normalement ce n'est pas légal. Mais ils remarquent que les gendarmes n'ont pas l'air très préoccupés par leur histoire. Ça traîne pendant des semaines, et rien ne se passe. De temps en temps, ils entendent
de nouveau le boucan. Tard dans la nuit. Les gendarmes ne font absolument rien. En fait, ils semblent assez préoccupés. Chaque fois qu'on prenne des nouvelles de leur affaire, cette famille s'entend répondre que oui, voilà, désolé, il y a peu de monde sur l'affaire. Ça devient invivable et cette famille vient à envisager de déménager de nouveau. C'est peut-être le seul moyen d'avoir la paix. Et alors qu'ils en sont à discuter de cela, un samedi matin, un gendarme sonne chez eux. Ouf! Avec soulagement, les parents de leur fille le font rentrer chez eux. Puis, ce gendarme les questionne sur pas mal de choses. Quand commençait le vacarme? De quelle nature est-il? Combien de temps dure-t-il d'habitude? À leur avis, quel type d'instrument a été utilisé? Etc. etc. Il note tout ça. Puis, tout à la fin, le gendarme range son carnet et annonce à cette famille: on vous convoquera de nouveau pour le procès. Alors là, j'ai l'impression de mal entendre. Comment cela, un procès? Ok, et c'était une affaire de tapage nocturne très désagréable qui durait depuis longtemps, mais on ne fait pas de procès aux gens pour du tapage nocturne, n'est-ce pas? Alors là, c'est le gendarme qui comprend plus rien. Il est au des yeux ronds, il dit: pardon? Quelle affaire de tapage nocturne? Il n'est pas question de ça. Vous n'êtes pas au courant? Alors la famille répond: bah, au courant de quoi donc? Et là, le gendarme gêné dit: on vient d'arrêter vos voisins pour meurtre. Bon, il les emmène dehors parce qu'il voit bien que la famille, donc le couple et leur fille ne comprennent absolument rien à cette histoire. Il les emmène dehors, dans la rue, et leur montre ce qui se passe un peu plus haut dans la même rue. Alors là, il se passe des choses qu'ils n'avaient pas du tout remarquées. Il y a là pas mal d'estafettes de gendarmes, et il y a leurs voisins encadrés justement par deux gendarmes, des menottes aux poignets, qu'on pousse dans un panier à salade, ça, et comme si ça ne suffisait pas, dans le jardin, il y a une demi-douzaine de personnes en blouse blanche occupées à retourner le sol avec des pelles. Et il y a là quelques civières recouvertes de grands sacs blancs qu'on voit normalement dans les films d'affaires criminelles et qui contiennent généralement des cadavres. Et là, le gendarme ne fait pas de mystère. Oui, ce sont des corps, et des corps qu'on a retrouvés sous les massifs de fleurs. Autrement dit, leurs voisins étaient des tueurs en série. Et donc, comment ça explique les fameux bruits? Eh bien, accrochez-vous. Ce couple était une paire de sadiques qui avaient pris l'habitude de kidnapper des jeunes hommes et des jeunes femmes depuis donc, plusieurs mois, généralement les week-ends. Et les gendarmes enquêtaient sur les disparitions, jusqu'ici inexpliquées. Les victimes étaient des personnes qui avaient l'habitude de sortir en boîte de nuit. C'était généralement là qu'elles disparaissaient donc. Ce qui se passait, donc le modus operandi, c'est que le couple venait aussi à ces soirées-là, puis il repérait des personnes qui soit voulaient rentrer chez elles, donc ils les prenaient en stop, soit qui avaient beaucoup bu, enfin, ou à qui ils proposaient de la drogue, différents prétextes. Et une fois la victime chez eux, elle était torturée avec différents instruments destinés au bricolage. Donc c'était toujours forcément la nuit. Juste après le kidnapping, après la sortie en boîte. Et généralement donc le week-end. Le matin, le corps de la victime, donc le dimanche en général, était enterré dans le jardin, et pour que le fait que les voisins s'occupaient à retourner la terre ne paraisse pas suspect, ils avaient pris l'habitude de planter des fleurs par-dessus. Voilà qui a déjà de quoi calmer tout le monde, mais ce n'est pas fini. La jeune fille demande une petite voix, mais la table là, qui était bancale, elle avait un rapport avec tout ça? Et la gendarme répond oui, d'après ce qu'ont compris mes collègues. Sur donc cette fameuse affaire, c'était ça qui les tenait si occupés depuis des mois. D'après ce que viennent de comprendre mes collègues, il y avait une table, effectivement bancale, dans une pièce qui était juste au-dessus de votre chambre. Et c'était sur cette table qu'à chaque fois, le couple achevait leur victime. Cela signifie que ce fameux bruit qu'entendait la jeune fille, le pied de table trop court qui tapait par terre,
il était provoqué, à chaque fois, par les soubresauts d'agonie des victimes. Mais cette histoire est-elle seulement vraie? Je vous laisse me l'indiquer soit en commentaire, soit sur Instagram. Vous pouvez voter. Quant aux commentaires, inutile de faire de longs discours, répondez seulement par vrai ou faux si vous le souhaitez. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.